Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du conflit qui s'est passé en Bosnie-Herzégovine de 1992 à 1995 entre les Serbes, Croates et Bosniaques. Maintenant, je vais vous parler un peu du drapeau. Le jaune et le triangle représentent les Serbes, Croates et Bosniaques. Si vous pouvez voir, il y a 3 points dans le triangle. Ça représente, comme je dis, les Serbes, Croates et Bosniaques. Les étoiles et la couleur bleue représentent le fait qu'ils étaient unis avec la Yougoslavie, l'Union européenne, excusez-moi, avec l'Union européenne et le fait qu'ils sont indépendants maintenant. Bon, alors je vais y aller avec la situation politique et géographique. La Bosnie est une ancienne république d'un État communiste appelée la Yougoslavie. La Bosnie déclare son indépendance en 1992, puis à ce moment-là, elle détermine ses frontières qui sont la Croatie, la Serbie et le Monténégro. C'est un pays du sud-est de l'Europe, sa capitale est Sarajevo et sa superficie est de 511,30 km². Alors là, on peut voir la Bosnie avec ses frontières, la mer Adriatique et ici la Bosnie en Europe, on peut voir qu'elle est dans le sud-est. Ok, alors la situation démographique, il y a 3 groupes présents en Bosnie. Il y a les Serbes qui forment 37% de la population qui sont orthodoxes, les Croates qui forment 14% de la population et sont catholiques, et les Bosniaques, 48% de la population qui sont musulmans. Sur la carte, ici, on peut voir la composition ethnique en 1991 avant la guerre et en 1998 après la guerre. On peut voir que les Serbes ont envahi les territoires majoritairement serbes parce que ici, tout ce qui est plus en rouge, c'est majoritairement serbe, bleu croate et vert bosniaque. Et ça, c'est en 1998, donc après la guerre. Pour la situation démographique en 2013, ça va assez, mais ça va pas très bien en fait. Il y a un vieillissement de la population, l'âge moyen de 49 ans pour les femmes, pour les hommes et 39 ans pour les hommes et 41 pour les femmes, ce qui est assez vieux. Le taux de chômage est de 27%. Il y a beaucoup d'immigration et peu de naissances. Pour les indicateurs socio-économiques, le PIB de la Bosnie est de 13,24 milliards d'euros. Le PIB par habitant est de 3 448 euros par habitant, ce qui est assez peu. C'est pas un pays très riche. Le coefficient de Gini est de 0,262, ce qui veut dire que la richesse est assez bien répartie, mais encore là, lorsqu'un peuple est pauvre, ça nous indique plus que tout le peuple n'a pas beaucoup à s'offrir. L'IDH est de 0,735, ce qui n'est pas assez, ce qui n'est pas si pire, mais si on prend compte que le Canada est de 0,9, c'est pas très bon non plus. Un peu d'histoire. Alors, la Yougoslavie est née en 1918 sous le règne du roi Alexandre Ier. Elle a été premièrement nommée le royaume des Serbes, Slovènes et Croates. Elle a été faite en fait pour rassembler les Slaves du Sud. Son histoire est assez sanglante. Il y a eu beaucoup de batailles durant les années entre 1918 et 1941, où c'est sa première chute durant la Deuxième Guerre mondiale par les forces allemandes. Puis elle va renaître en 1945 avec Josip Broz Tito. C'est vraiment l'heure de gloire de la Yougoslavie. À ce moment-là, la Yougoslavie compte 6 républiques fédérées, dont la Croatie, la Serbie, le Monténégro, la Slovénie, la Macédoine et enfin la Bosnie-Herzégovine. Josip Broz Tito était le président de la Yougoslavie, un État communiste. Comme j'ai dit, ça allait très bien. Il a déclaré un jour: la Yougoslavie a 6 républiques, 5 nations, 4 langues, 3 religions, 2 alphabets et un seul parti. Ça a bien été jusqu'à sa mort en 1980, où les choses tournent au vinaigre. C'est la chute du communisme dans le monde et donc de l'État yougoslave, parce que c'est l'apparition du nationalisme dans les différents pays qui forment la Yougoslavie, puis on fait place au premier vote démocratique. Ça m'a mené ensuite en juin 1991, qui est vraiment l'origine du conflit, lorsque la Slovénie et la Croatie vont demander l'indépendance.
La Slovénie va gagner contre les attaques de l'armée yougoslave grâce à sa géographie montagneuse. La Croatie va s'en tirer pas si mal non plus. Ça va être ensuite le tour de la Macédoine de faire l'indépendance en septembre 1991. Durant les trois référendums, les Serbes des différents pays ont boycotté le référendum. C'est ensuite au tour de la Bosnie-Herzégovine. Elle va suivre le mouvement. Le 1er mars 1992, elle va déclarer l'indépendance. C'est maintenant l'élément déclencheur de la guerre. Ce qui est important de noter, c'est que la Yougoslavie ne compte plus seulement que 2 républiques fédérées, dont la Serbie et le Monténégro. Ce qui veut dire que les Serbes, dans les autres pays de la Yougoslavie, ont encore un sentiment de nationalisme envers la Yougoslavie. Ce qui veut dire que, en fait, le problème, c'est que la Bosnie est la république qui a la plus grande diaspora serbe dans son pays, ce qui veut dire que c'est les Serbes de Bosnie et l'armée yougoslave, la République fédérale yougoslave vont s'allier pour attaquer les musulmans et les Croates qui sont minoritaires dans les territoires de Bosnie. C'est comme ça que la guerre de Bosnie va éclater. Donc, je vais vous parler du type de conflit. Au tout début, les gens appelaient ça une guerre civile parce que c'était entre les citoyens du même pays. Donc, il y avait les Serbes, les Croates et les Bosniaques qui étaient tous concentrés dans le même pays. Fait qu'on dit que c'est un conflit intérieur. Mais c'est plus une guerre interethnique qui affrontait les Serbes qui étaient orthodoxes, les Croates chrétiens et les Bosniaques qui étaient musulmans. Donc, on parle de cette guerre, on dit que ça avait été une purification ethnique et une épuration ethnique, un nettoyage ethnique, on peut tout employer ces mots-là. Donc ça veut dire que c'est les Serbes qui voulaient éliminer les musulmans et les orthodoxes de leur pays parce qu'ils ne les voulaient plus. C'est ça. Donc, je vais pas vous parler de ça. La République serbe de Bosnie, c'est le premier acteur dans le conflit. Alors, il est allié avec l'armée populaire yougoslave pour chasser les musulmans et les Croates des territoires majoritairement serbes, comme je l'ai dit tout à l'heure. En fait, son intérêt, c'est de, comme Jasmine vient de dire, de former une société ethnique pure, c'est-à-dire d'avoir un territoire où seulement les Serbes pourraient habiter. Il pense que les Serbes méritent cet honneur, en fait, parce que grâce à leur passé glorieux. Alors, c'est les Serbes de Bosnie. La République serbe de Bosnie, c'est la diaspora serbe qui se trouve en Bosnie. Donc, Ratko Mladic, lui, c'était le chef de l'armée république de Serbie durant le conflit de Bosnie de 92 à 95. Lui, il a été chargé de complicité de génocide parce qu'on dit que le conflit en Bosnie, c'était un génocide. Donc lui, c'était lui qui a fait presque quasiment toutes les actions de ce génocide en créant des camps de concentration et tout et tout. Il y a aussi des crimes contre l'humanité, comme il y a eu beaucoup de viols de femmes, de meurtres de petits-enfants et d'âgés, de femmes, de personnes qui ne pouvaient pas vraiment se protéger. Puis violer les coutumes et les lois de guerre. Il a fait beaucoup d'affaires qu'on n'était pas supposé. On l'appelle aussi le boucher de Balkan parce que c'est lui, c'est son nom qu'on lui a donné après la guerre parce que c'est lui qui a beaucoup tué les Bosniaques et les Croates en Bosnie. Lui, c'était le commandant-chef, c'était pas vraiment le boss de la République serbe, il suivait les règles, les commandements de Slobodan Milošević, qui lui était le président de la République serbe, mais je vais vous expliquer ça tantôt. Puis c'est un des plus grands participants du massacre de Srebrenica.
qui lui a tué, c'est un des, on le dit comme le plus grand massacre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, qui a tué entre 6 000 et 8 000 Bosniaques. Alors, il y a une Écoutez vidéo la vidéo. à regarder durant les 35 premières secondes. La Fédération de Bosnie-Herzégovine. Ça, en fait, c'est les Croates et les Bosniaques qui se sont mis ensemble pour combattre les Serbes. C'est leur système politique. Ils voulaient pour la plupart l'indépendance de la Bosnie. Ils ont voté pour l'indépendance, puis le référendum est passé, tandis que les Serbes l'ont boycotté. Il n'y avait pas beaucoup de forces militaires. Ils étaient très faibles contre ils étaient très faibles contre l'armée yougoslave. Et ils voulaient se protéger des envahisseurs, donc des Serbes. Donc, finalement, il y a l'armée de l'ex-Yougoslavie. Eux, ils sont du côté des Serbes. Ils participent par envoyer des armes aux Serbes, les munitions. Ils envoient des soldats aux Serbes pour qu'eux aussi ils veulent la purification ethnique parce que la Bosnie voulait se séparer de la Yougoslavie. Puis ben, la Yougoslavie, elle veut toutes ces fédérations. Donc, ils se sont mis avec les Serbes. Donc, c'est ça, l'armée ex-Yougoslavie, c'est la Serbie et la Monténégro. Comme Andréane l'a dit, c'est les deux seules fédérations qui restent en Yougoslavie. Donc, c'est eux ils ont envoyé des soldats de la Serbie et de la Monténégro pour tuer les Bosniaques et les Croates. Donc, c'est ça, eux aussi, ils veulent la purification des Bosniaques et des Croates en Bosnie. Donc, lui, c'est Slobodan Milošević. Lui, il a été président de la Serbie de 1989 à 1987. Donc, il était le président de la République fédérale de Yougoslavie jusqu'en 2000. Donc, c'est lui qui était là pendant le conflit de la Bosnie. Lui, il a été accusé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Donc, lui, c'est pas mal le boss de Ratko. Ratko. Donc lui, il disait à Ratko de quoi faire. Il spécifiait les actions à chaque place où est-ce qu'il voulait tuer le monde. Lui aussi, ben, comme qui dirigeait Ratko, il a participé au massacre de Srebrenica, ce qui fait de lui un très mauvais homme. Ben, c'est ça, lui, il a été arrêté à cause de ses meurtres en 2000. En 2000, c'est pour ça qu'il n'est plus président de la République de Yougoslavie. Et il meurt le 11 mars 2006 en prison. Donc, les derniers acteurs, c'est la Belgrade. Eux, c'est eux qui ont planifié le génocide, pas mal de génocide en Bosnie. Ils ont donné Milošević Mladić, le général Momčilo Perisic et chef des services secrets Jurica Stanišić. C'est eux qui ont complété le conflit en Bosnie. Ils avaient pour objectif de séparer les Serbes des Bosniaques musulmans et des Croates dans la Bosnie pour avoir un pays, un État sans ennemi intérieur. Fait qu'eux, ils donnent les ordres à Slobodan qui les donne à Ratko Mladić. Ils donnent des régions à conquérir. Ils financent l'armée, les soldats. Ils mobilisent des hommes, ça veut dire ils créent des soldats et des paramilitaires. Donc, maintenant, je vais parler un peu de la chronologie. Tout a commencé le 15 octobre 1991, lorsque la Bosnie-Herzégovine proclame son indépendance. Ils ont fait un référendum pour savoir si la population voulait que la Bosnie soit indépendante. 62,8% des voix ont voté en faveur de l'indépendance de la Bosnie, donc ils sont devenus indépendants. Le 6 avril 1992, la communauté européenne reconnaît l'indépendance de la Bosnie et c'est là que la guerre commence. Donc, comme vous savez, les Serbes, eux, ne voulaient pas que la Bosnie devienne indépendante. Donc, 3 mois plus tard, ils ont déjà commencé à occuper 70% du territoire, alors qu'ils n'étaient qu'un tiers de la population. Le 18 avril 1992, le massacre à Srebrenica
des Serbes qui tue entre 6 000 et 8 000 Bosniaques a eu lieu, qui a détruit 256 villages bosniaques. Le 15 mai 1992, le Conseil de sécurité impose un triple embargo, qui veut dire qu'ils voulaient à tout prix que la guerre s'arrête. Donc, ils ont fait un triple embargo aérien, pétrolier et commercial à la Serbie et au Monténégro, les pays voisins, qui fait en sorte qu'ils ne peuvent plus commercer avec la Bosnie pour qu'ils arrêtent la guerre. Le 6 mai 1993, le Conseil de sécurité a créé 6 zones de sécurité protégées par les casquettes bleues. Ces zones de sécurité ont plus tard été prises par les Serbes pour faire des camps de concentration, donc c'est de là qu'il y a eu lieu les camps de Marsac. Le 9 février 1994, après la chute d'un obus de l'OTAN, ils demandent aux Serbes de retirer leurs armes à 20 km de Sarajevo sous peine de bombardement aérien. Donc, comme tout allait vraiment mal, ils ont décidé de prendre action et demander, comme j'ai dit, de retirer leurs armes à 20 km de Sarajevo, la capitale, où est-ce qu'il y avait une grosse partie de la population. Le 1er mars 1994, les Croates et musulmans ont convenu une constitution, une fédération croato-musulmane, tandis que les Serbes poursuivaient l'épuration ethnique dans le nord des camps de Marsac. Donc, encore une fois, ils essayaient d'avoir la paix en Bosnie, mais les Serbes n'étaient pas en accord et continuaient l'épuration ethnique. Le 13 février 1995, la première accusation de génocide par le tribunal pour l'ex-Yougoslavie contre 21 Serbes jugés responsables de crimes qui ont été commis dans les camps de Marsac. Donc, c'est la première fois qu'il reconnaît qu'il y a eu des crimes de guerre qui se sont commis en Bosnie. Le 21 novembre 1995, le président serbe, croate et bosniaque, ils ont signé l'accord de Dayton, donc de maintenir la paix dans la capitale de Sarajevo et la coexistence de 2 entités croato-musulmanes et serbes. Et de 1992 à 1996, le siège de Sarajevo, qui était le plus long siège de l'histoire en Europe, finalement cessé. Donc, nous allons vous montrer une vidéo maintenant de 7 minutes et 25 secondes. Donc, les interventions extérieures. Au tout début du conflit, quand le conflit a éclaté, personne n'a rien fait. Comme personne trouvait que c'était vraiment un conflit qui se passait en Bosnie, puis vous ne pouvez rien faire parce que les forces étaient vraiment très, très fortes. Mais les États-Unis, c'est vraiment Bill Clinton, le président dans ce temps-là, qui s'est rendu compte qu'il y avait un génocide qui se passait en Bosnie, puis tu peux pas laisser un génocide arriver, c'est inhumain. Donc les États-Unis envoient des troupes d'armée pour cesser ce génocide, mais il n'y en a pas eu assez, donc le génocide s'est continué même après leur intervention. L'ONU, en 1993, l'ONU envoie des casques bleus en Bosnie. Des casques bleus, c'est des soldats qui sont là pour faire la paix, pour maintenir la paix. C'est eux qui ont créé 6 zones protégées. Il y a Sarajevo, Gorzad, Srebrenica, Tuzla, Zepo et Bihać. Mais c'est ça, comme Sabrina a dit, ces zones-là se sont fait prendre par les Serbes. Les Serbes ont contrôlé ces zones et les ont transformées comme zones de camps de concentration et viol de femmes et tout. Donc c'est ça, l'ONU n'a pas vraiment réglé tant de choses parce que la plupart, les Serbes étaient vraiment trop forts pour eux. Le Canada aussi a un peu aidé. En 1992, ils ont envoyé des personnes pour aider pour protéger les organisations humanitaires qui aidaient les Bosniaques et les Croates qui souffraient en Bosnie, qui avaient beaucoup de blessures. Fait qu'ils ont envoyé un total de 40 000 soldats pour faire la paix en Bosnie. Mais ça non plus, ça n'a pas marché. Donc, il y a aussi eu l'Italie. L'Italie n'est pas allée directement en Bosnie, mais eux, ils voyaient que la situation ne se cessait pas et le génocide continuait. Donc, ils font plus de 200 manifestations en Italie dans les villes pour montrer
à la Bosnie qu'ils ont quand même des supporters. Puis eux ils ont aidé des réfugiés en Bosnie. Plus de 60 000 réfugiés sont allés en Italie. Et c'est le troisième pays qui a aidé, qui a reçu le plus de réfugiés après la guerre. Il y a aussi l'Allemagne aussi qui a fait la même chose qu'eux, mais je l'ai juste pas mis dedans parce qu'ils ont fait la même chose eux, ils ont reçu beaucoup de réfugiés après la guerre. Donc quand l'OTAN est arrivé, il a débarqué en 1995 pour cesser la guerre. Eux, ils avaient pour but d'arrêter les Serbes. Ils sont venus, c'était l'opération Gunfight qui regroupait 12 États de l'OTAN. Et eux, pour cesser la paix, ils ont bombardé les zones que les Serbes avaient conquéries. Donc, ils ont bombardé par avion. Et c'est grâce à eux que les Serbes ont mis leurs armes bas, puis ils se sont retirés. Ils ont finalement signé l'accord de Dayton après que l'OTAN soit venu bombarder la Bosnie. La légitimité des interventions. Donc, il n'y avait aucun motif sous-jacent de ces interventions parce que la Bosnie n'est pas un pays riche en ressources naturelles. C'est pas vraiment géostratégique. Comme ils ont vraiment un petit territoire qui a pas mal rien dessus, fait qu'ils sont déjà pauvres. Alors, c'est ça. La Bosnie était en plein génocide et les pays autour, ils peuvent pas laisser un génocide se passer. C'est ça. Ouais. Mais il y a une autre vidéo. Donc, dans le bilan du conflit, on compte plus de 250 000 civils et militaires morts après la guerre, 7 000 personnes portées disparues, 1 300 000 déplacés à l'intérieur du pays, plus de 700 000 réfugiés. Le pays a été complètement détruit. Ils sont en train de reconstruire le petit peuple. Il y a 700 casquettes bleues qui ont été capturées durant la guerre et 23 casquettes bleues qui sont morts. Donc, pour la situation actuelle, ils sont divisés en 3 entités territoriales. Donc, il y a les Serbes, Croates et Bosniaques dans 3 différentes entités qui sont de leur côté. La situation économique est relativement faible. Il y a un gros taux de chômage. Les différents groupes ethniques vivent majoritairement dans leurs différents territoires, comme j'ai dit. Il y a beaucoup de corruption par les groupes élites car c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui prennent les décisions. Mais c'est pas nécessairement juste pour tout le monde. Le système politique est un système politique tricéphale. Donc, il y a un président à chaque 8 mois et ils alternent entre les 3 entités territoriales et l'État fédéral est en 2 partis politiques. Les 2 partis politiques, c'est la République serbe puis la Fédération croato-musulmane. Il y a aussi un 3e district qui s'appelle le district de Burko qu'on peut voir ici. Donc, on veut les voir un peu sur une carte. En plus, on voulait vous parler des œuvres qu'il y a eu par rapport à Sarajevo. Il y a YouTube qui a composé une chanson appelée Miss Sarajevo. Le link est juste à côté que tu peux voir. Il y a aussi un film sur la guerre qui est nommé Welcome to Sarajevo avec Steven Dylan comme personnage principal. Puis ça sort en 1997. Là aussi, le trailer il y a un link pour le trailer. Puis c'est l'histoire d'un homme qui est un journaliste qui essaie de prendre des photos de jeunes enfants qui sont défavorisés, qui sont vraiment dans le problème, dans le conflit, au cœur du conflit. Puis il essaie de mondialiser ça, puis que tout le monde voit ce qui se passe, puis que le message passe, que les enfants disent qu'ils veulent retourner à leur vie normale sans guerre. Le 3e œuvre qu'on a trouvé, c'est un poème sur Sarajevo, écrit par Dan Bigra, qui est dit, en fait, c'est une petite vidéo aussi, le link est juste ici. Donc, en conclusion, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été volées, il y a eu beaucoup de crimes de guerre, de viols, il y a eu des créations de camps de concentration, un génocide, évidemment. Les Serbes qui ont commis
beaucoup de crimes de guerre, comme les purifications ethniques. Et à la fin, ils ont signé l'accord de paix de Dayton qui met fin à la guerre en 1995.